Cette petite animation avait pour but de vous montrer les thématiques que nous portons à travers le partenariat français pour l'eau, c'est-à-dire que quand nous parlons d'innovation, nous parlons de tout un ensemble d'actions, tout un ensemble de sujets, et nous allons les balayer. Il y a l'innovation technologique dont on va parler, mais aussi les innovations sociales, les innovations dans les méthodes de travail, dans la gouvernance, dans la façon de faire participer l'ensemble des acteurs. If someone wants translation, there is a simultaneous translation and you have earphones, so you can get translation. As many people in the room is speaking French, we will do in French the most of the speeches, but if you need, we can pass to English as you want. So, on va donc, cette expertise française, nous avons voulu, et nous le lançons à l'occasion du forum de Daegu, la rendre visible sur le net à travers un portail des savoir-faire français qui s'appelle We France, Water Expertise France, qui est en démonstration sur un grand écran qui est ici, dont je vous montre simplement ici une des pages, de façon à faire connaître et faire valoir la façon dont ces innovations se développent et dont les savoir-faire français peuvent rendre des services pour résoudre les problèmes internationaux dans le domaine de l'eau. Donc je voudrais passer à la... Voilà. Petit problème de technique. Voilà. Donc nous allons maintenant passer à notre partie de table ronde. Nous allons avoir trois séquences successives. Une première séquence scientifique dans laquelle nous allons avoir à la fois une vision très haute technologie à travers l'intervention de Madame Cherchali du CNES et donc sur les applications satellitaires et en même temps les innovations de la science dans le domaine des sciences sociales avec des logiques de jeu de rôle d'acteurs qui vont nous être présentées par Géraldine Abrami d'IRSTEA, Centre de recherche français. Donc je vais leur passer la parole pour quelques mots de présentation rapide et puis ensuite nous aurons un court débat. Nous passerons ensuite à une deuxième séquence qui sera plus sur disons l'action directe des acteurs sur le terrain, dans lequel nous aurons à la fois une présentation des démarches d'Aquasur, une intervention de Bernard Barraquet sur les techniques adaptées, une intervention de Philippe Maillard, président de la fédération de la FP2E, à propos des innovations françaises. Ceci sera la première séquence de notre side event. La deuxième séquence, nous avons décidé de la consacrer et de prendre du temps sur un cas particulier, de façon à avoir non pas une approche segmentée, mais une approche globale. Et nous avons pris l'exemple de la coopération avec la ville de Phnom Penh, qui est une coopération dans laquelle beaucoup d'acteurs sont impliqués depuis longtemps et qui va permettre de montrer la façon dont tous ces acteurs ont travaillé ensemble dans la durée avec les autorités de la ville de Phnom Penh. Donc je vais passer la parole à Selma Cherchali peut-être en premier. Voilà. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Selma Cherchali de l'Agence spatiale française, le Centre national d'études spatiales au CNES. J'appartiens à la direction de la stratégie et des programmes et je suis en charge particulièrement des programmes de l'environnement continental et de l'hydrologie et du cycle de l'eau au sens large. Voilà. Bonjour à tous, donc je suis Géraldine Abrami, je suis ingénieure de recherche à IRSTEA, donc c'était le CEMAGREF il y a quelques années. Je suis chercheuse dans une unité mixte de recherche qui s'appelle GEO. C'est gestion de l'eau, acteurs, usages. Donc on travaille de manière pluridisciplinaire aux différentes échelles sur tout ce qui touche à la gestion de l'eau. Et moi je suis dans une équipe qui travaille plus sur les sciences sociales et l'utilisation d'outils pour aider les acteurs à mettre en œuvre les principes de gouvernance. Alors, qui veut commencer? Selma, allez.
Ah bah sinon, bah, vas-y. Ah, ok. Donc mes slides sont en anglais, je pensais que j'interviendrais en anglais, mais ouais. Donc je vais vous présenter une suite d'outils qu'on a développés depuis quelques années avec mon collègue Niels Ferrand principalement, qui s'appelle Coplage. Donc ce que je vais vous présenter, c'est pas une innovation technologique, c'est une innovation sur des outils pour apporter un support à un dialogue environnemental intégratif. Donc notre but, c'est avec nos outils de pouvoir apporter un support à des communautés d'adaptation. Donc c'est des outils qui permettent à des collectifs de travailler ensemble et à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on souhaite vraiment que ces outils puissent être transférés et utilisés par des acteurs à différents niveaux, depuis les communautés jusqu'à des responsables de niveaux régionaux, nationaux, voire internationaux. Et donc cette innovation, ça se fait avec ces outils de réflexion collaborative qui permettent partiellement d'améliorer la capacité des collectifs pour agir comme des stakeholders dans les processus de décision. Ah oui, il faut que je passe... Ok. Donc les principes transversaux sur lesquels nos outils se basent, ce sont l'intégration et le couplage. Donc l'intégration et le couplage entre les échelles, l'intégration et le couplage entre les disciplines et les secteurs, et l'intégration et le couplage entre les outils. On travaille sur des études de cas et avec des stakeholders, avec des acteurs. Donc c'est vraiment une recherche qui est menée sur le terrain, qui est opérationnelle. Et pour nous, le transfert, les dynamiques de transfert sont très importantes. On fabrique des outils qui, on aimerait bien qu'ils soient utilisés de manière autonome sur le terrain. Et donc les bases de recherche sur lesquelles ces outils se basent, c'est l'ingénierie de la participation, la modélisation et la simulation participative et son transfert, la multi-scale, secteur, acteur, pardon, c'est en anglais, donc la planification stratégique à multiniveau, excusez-moi, des principes de justice sociale et procédurale, et aussi toute une recherche autour de l'évaluation des impacts de nos méthodes, de nos outils et de nos processus. Donc Coplage, c'est un ensemble d'une dizaine d'outils. Je vais vous en présenter un en particulier qui est plus visuel que les autres, qui est What a Game. Donc là, vous avez des photos d'ateliers qui utilisent cet outil. Ah oui, je vais avoir du mal avec le micro. Donc je vais devoir sortir des trucs... Donc What a Game, c'est un sac, j'avais pas pensé que j'aurais un micro, avec à l'intérieur, avec à l'intérieur des cartes et des billes. Et avec ces éléments, en fait, on peut représenter des bassins versants. Donc ça, c'est le kit d'initiation What a Game, en fait, qui s'appelle Iniwag. Donc pour ceux qui sont intéressés, je pourrais faire une petite démonstration. Là, je pense que j'aurai ni le temps, ni la possibilité vraiment. Mais on a des éléments qui représentent des parcelles, des éléments qui représentent des bouts de rivière, des cartes qui représentent des activités. On met tout ça ensemble, on fait circuler des petites billes qui représentent des ressources. Donc dans le kit, là, on a de l'eau, de l'argent, et ça permet de construire des représentations de bassins versants. Donc je vais peut-être commenter les photos là. Oui, bien sûr, ouais. Oui, vous pouvez regarder à l'intérieur. Donc on travaille avec les acteurs dans des ateliers soit de modélisation, soit de simulation. Donc là, en haut, vous avez la première photo, c'est un jeu qui a été construit par un collègue qui travaille en lycée agricole. C'est sur le bassin de la Tête, donc il a construit ce jeu pour faire travailler ses étudiants. Les deux photos suivantes, ce sont des photos d'ateliers de modélisation. Donc le premier, c'était au sein d'une formation au Niger, à Grimet, et le second, c'était une intervention dans un projet international avec des hauts responsables de la gestion du bassin du Niger. Et en dessous, vous avez un atelier de modélisation qui était animé par des agents kenyans que nous avons formés au Kenya. C'était des paysans qui ont modélisé leur système irrigué. Et puis, vous avez des photos d'ateliers de simulation. Donc, un atelier de simulation avec des membres de la clé du fleuve Orbe à côté de Montpellier. Un atelier de simulation avec des responsables de l'Office central du Niger, des communautés en Ouganda. Et puis, en bas, un gros projet qu'on a eu cette année avec la CASDEN qui est l'eau en jeu. Donc, on a construit des jeux pour l'éducation nationale qui sont dans des boîtes. Il y a une face bassin versant, une face maison quartier, et 5000 boîtes ont été fabriquées et distribuées dans les établissements scolaires en France cette année, et on espère pouvoir entamer une opération d'accompagnement et de suivi dans l'année qui vient.
Et une dernière slide, juste pour vous montrer l'ensemble de la boîte à outils Coplage. Donc, on a un outil qui s'appelle Prépare, où il s'agit de définir des procédures pour pouvoir préparer de manière participative la construction du processus participatif, donc décider de qui participe, à quoi, quand, etc. Et à l'intérieur de ce processus participatif, on peut utiliser nos différents outils, donc What a Game que je viens de vous présenter, Coplan qui est un ensemble d'outils pour faire de la planification participative, et Just a Grid qui est un outil pour discuter de principes de justice à partir d'un petit jeu très simple sur l'allocation de ressources entre des secteurs. Et enfin, non, il ne veut pas. Ah oui, voilà, nous avons un travail qui fait l'objet d'une thèse qui est en train de se terminer actuellement sur un dispositif de suivi-évaluation où les acteurs sont impliqués de manière active, qui s'appelle Encore ME. Et enfin, je suis désolée... Voilà, nous organisons des formations régulièrement. Donc, on appelle notre offre de formation School Plage. On a plein de noms très jolis. Donc, on organise des formations à différents niveaux avec des étudiants, mais aussi avec des acteurs de bassin. Et on a des formations qui se font très bientôt au Costa Rica, en Inde, au Burkina et en France au mois de juillet, juste après la conférence sur le climat à Paris. Voilà. Merci beaucoup, on vous applaudit. Et on passe tout de suite à un autre jouet qui est un satellite, donc, qui sont les satellites. On en rêve tous et on part vers Sirius. Selma. Merci. Donc effectivement, on va passer à un autre sujet et je remercie d'ailleurs le partenariat français pour l'eau de nous avoir invités à ce side event pour un petit peu donner un aperçu des enjeux de la donnée spatiale. On est au Forum de l'eau, mais ce slide, je tenais à le présenter parce qu'il y a 3 messages clés qui me semblent importants et où on verra l'apport de la donnée spatiale comme complémentaire à d'autres données in situ, de la modélisation, etc. Premier message, c'est qu'on a un partage complètement inéquitable au niveau de la planète et avec une répartition des ressources qui n'est pas équitable par rapport à la population. On le voit en particulier en Asie versus Amérique du Sud. L'eau n'est pas simplement un problème des pays pauvres, on voit aussi l'impact du changement climatique, sujet phare de la COP21 en décembre à Paris, et que la sécheresse afflige aussi nos latitudes, y compris en Europe et en Europe du Sud. Deuxièmement, la consommation d'eau est en hausse et donc clairement l'eau n'a pas de substitut. Le CNES est une agence spatiale mais qui travaille en interaction avec une communauté d'utilisateurs et au premier chef la communauté recherche scientifique qui depuis un certain nombre d'années exprime des besoins clairs sur la quantification et de mesurer un certain nombre de paramètres liés à l'eau parce qu'on parle d'eau mais la donnée est une information importante sur cette ressource rare. Pourquoi la donnée spatiale? Parce que quand les mesures terrain sont peu nombreuses ou inexistantes, elle peut y pallier. Quand le phénomène à cartographier se situe sur des zones difficiles d'accès, dans des endroits où les analyses sur le terrain sont très coûteuses, on a vu quelques débats ce matin, lorsqu'on a aussi besoin d'une couverture globale au-delà de l'instrumentation d'un certain nombre de sites de manière fine comme l'est le territoire français, et quand on a aussi besoin de mesurer des paramètres qui ne sont pas visibles dans le spectre électromagnétique, par exemple la température de surface. Et puis surtout, la couverture globale qu'apporte cette donnée spatiale, de par son homogénéité, la précision ou la barre d'erreur selon les angles de vue, qui est en fait homogène sur l'ensemble du globe, contrairement par exemple à des données in situ avec des mesures des fois non standardisées à travers le monde. Et puis bien sûr, la disponibilité de cette donnée, on va vers une ère, on parle souvent de open data, mais on est vraiment vers la gratuité des données, et ça c'est aussi un aspect très important. Donc fréquence d'acquisition, large superficie couverte, précision et homogénéité de cette mesure ou cette barre d'erreur, et puis disponibilité. Ça ne marche pas. Hop, trop vite. Donc, au regard, et on l'a vu à travers beaucoup de sessions, de la complexité et l'hétérogénéité des situations hydrauliques de l'échelle locale à l'échelle des continents, le besoin d'une gestion de l'eau efficace à l'échelle du bassin,
les questions, et pas des moindres actuelles, du partage d'eau transfrontalier. Sous-jacent à cette question, bien sûr, la sécurité alimentaire, la navigabilité des fleuves, etc., l'énergie aussi. La pénurie d'eau dans beaucoup de parties du monde, l'impact du changement climatique et la dégradation de la qualité des eaux. L'apport du spatial va consister à avoir des mesures à différentes échelles, des grands bassins versants aux petits bassins versants, et surtout améliorer notre compréhension de la répartition et du suivi de l'eau dans les différents compartiments de la surface continentale. On n'est pas encore à estimer un paramètre important de ce cycle de l'eau qui est les masses d'eau souterraines et la quantité d'eau présente dans le sous-sol. On n'y est pas. On parle plutôt des paramètres de surface, par exemple les variations des hauteurs d'eau des rivières et des lacs, qui sont des paramètres clés pour l'estimation aussi des débits en complémentarité des modélisations et des données in situ. On parle aussi de spatialisation d'un paramètre clé dans le cycle de l'eau qui est la précipitation, et donc bien sûr fournir une vue synoptique pour l'aide à la décision. En complétant, et c'est vraiment une composante qui s'insère dans l'écosystème, en complétant avec les mesures in situ et parfois bien sûr les remplacer quand elles n'existent pas dans certaines régions du globe. Alors on assiste aujourd'hui clairement à cette complémentarité, puisque tous les rapports montrent une diminution claire dans un grand nombre de pays des stations in situ. Alors qui mesure quoi comme données d'information sur l'eau? On n'a pas le temps de s'y étendre, mais je parlais tout à l'heure de débémétrie. On peut parler aussi d'humidité du sol superficielle, de ces superficies aussi des plans d'eau à l'échelle globale, hein, des rivières et des lacs. Et puis bien sûr, on voit aussi que dans les pays, le contexte des pays du Sud, cette installation et l'entretien, on a parlé ce matin de pérennisation des infrastructures qui sont mises en place, demandent bien sûr des coûts élevés, mais surtout aussi des temps d'accès qui sont des fois incompatibles avec les systèmes de prévision qui seraient nécessaires. Donc c'est dans tout ce contexte que la communauté de recherche scientifique et aujourd'hui d'autres acteurs du domaine de l'eau ont exprimé un certain nombre de besoins de mesures, et une des récentes dernières qui se fait en coopération avec d'autres agences spatiales dans le monde, comme l'agence spatiale américaine, l'agence spatiale anglaise et l'agence spatiale canadienne, c'est d'apporter des mesures au niveau global, des variations de hauteur d'eau des rivières, des fleuves et des lacs, à des échelles de perception du point de vue satellitaire qui aujourd'hui présente un vrai cap technologique de l'ordre du 50 mètres en termes de résolution, et avec des précisions de l'ordre de 10 cm en tout point du globe. Et ça nous permet aujourd'hui d'initier donc un certain nombre de programmes d'envergure préparatoires, en intégrant non seulement la communauté scientifique, mais aussi la communauté d'acteurs. C'est à ce titre d'ailleurs que le CNES a adhéré au partenariat français pour l'eau et en interaction avec un certain nombre d'organismes pour évidemment construire les produits en adéquation avec ces besoins de demain. Ici, j'aime bien cette planche parce qu'on parle beaucoup d'eau, on parle beaucoup de données, on parle beaucoup de données d'information, mais il y a un certain nombre de paramètres clés, et dans le cadre des recherches actuelles en France, avec l'ensemble des organismes de recherche, il est clair qu'on a toujours besoin de quantifier ce bilan hydrique en adressant un certain nombre donc de plans, de paramètres ou de produits hydrologiques. Et je disais tout à l'heure, j'en cite en particulier les paramètres d'état de surface que sont les réseaux hydrographiques, les plans d'eau par imagerie optique, l'évapotranspiration avec la température de surface, avec des répétitivités temporelles inédites, avec des vraies ruptures techno. Et bien sûr, on ne parle pas que de quantification de cette ressource en eau qui devient un point important aujourd'hui, mais aussi de la qualité de l'eau, avec des données en particulier optiques et radars. Alors, dans le panorama aujourd'hui des missions spatiales en préparation et plutôt en préparation et qui vont être lancées bientôt et à l'horizon 2020, on a un panorama très riche, et dans le cadre du programme préparatoire SWOT, qui est une mission nouvelle génération qui va fournir ces variations des hauteurs d'eau des rivières et des lacs, en fait de l'ensemble des plans d'eau, y compris les pentes, il est clair qu'on a besoin de faire une synergie avec l'ensemble des données, non seulement spatiales, mais aussi in situ, et
booster la recherche pour que ces modélisations, aujourd'hui on voit bien les prévisions de l'IPCC avec les modèles de climat, où on se heurte aujourd'hui à une limitation de la représentation de ces états de surface dans ces modèles climat. L'ensemble des enjeux est de mieux appréhender ces processus en apportant les données en adéquation avec ces processus pour améliorer en particulier la résolution spatiale et temporelle. Donc ici, quelques champs d'application pour finir, potentiels dans le domaine de l'eau, que sont les cartes d'occupation du sol, les modèles numériques de terrain, et j'en passe. Je vous remercie. Merci beaucoup, on vous applaudit. Donc, quelques minutes pour des questions. Je pense qu'il y a un micro qui va pouvoir circuler. Si vous avez des questions particulières, donc je vois que Philippe Maillard a gardé le jeu pour lui. Donc j'ai vu que tu as essayé de prendre quelques billes d'argent, hein, mais voilà, si tu peux continuer à le faire circuler. Et je ne vais pas vous faire de grandes présentations, je vais proposer déjà à Edouard qui a déployé son matériel, donc on est dans le très concret, de nous dire, je vous demande vraiment de rester en 5 minutes, hein, chacune des présentations pour qu'on ait un peu de temps avec la salle. Voilà. Alors Aquasur est une entreprise française qui est basée à Lyon, une entreprise sociale française, une start-up. On intervient, on innove dans le domaine de l'eau depuis 2008 et on intervient dans plusieurs pays à travers le monde avec nos partenaires et interlocuteurs qui sont à la fois des ONG, des agences des Nations Unies, des agences gouvernementales et dans tous les cas des acteurs de l'urgence. En quoi est-ce qu'on innove ? Eh bien, on innove avec un produit de traitement qui est une pastille unique au monde, qui n'a rien inventé, mais en même temps qui a tout inventé. Elle n'a rien inventé parce qu'elle utilise les produits de traitement qui sont utilisés communément, à savoir du DCCNA pour chlorer et du sulfate ferrique pour clarifier. La seule chose, c'est que cette pastille, elle fait ces deux actions de manière séquencée. Donc quand on introduit la pastille dans l'eau, on a une première action qui est la clarification, et ensuite une autre action qui est la désinfection. Et c'est le seul produit au monde à être un produit 2 en 1 et à avoir cet effet séquencé. Donc on reproduit l'action des grosses unités de traitement où on a un batch pour la clarification et un autre batch pour la désinfection. Alors une pastille traite 200 litres. Une pastille, c'est très petit, on appelle ça l'usine de poche Pocket Size Factory parce que c'est, voilà, là vous avez 200 litres d'eau. Donc transporter 200 litres d'eau ou transporter un seau de pastille comme celui que vous voyez sur la malle là-bas. Un seau de pastille, c'est 30 mètres cubes d'eau. Transporter 30 mètres cubes d'eau pendant une inondation ou pendant une catastrophe naturelle, c'est compliqué, c'est l'équivalent de 6 camions. Transporter un seau comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et pour la mise en œuvre de cette pastille sur le terrain, on a développé une unité mobile. Cette unité que vous voyez là, c'est une malle de 50 kg dans laquelle vous avez tout ce qu'il faut pour pomper l'eau, pour traiter l'eau et pour la distribuer. On a une rampe de distribution, un réservoir souple d'1 mètre cube, et tout ça, ça tient dans une malle de 50 kg. En plus de ça, vous avez un seau de pastille qui est contenu aussi dans la malle. Ce qui fait que vous êtes acteur de l'urgence, vous avez ça prépositionné dans vos bureaux, vous savez que dès l'instant où vous avez un besoin, vous partez avec la malle dans la voiture pour vos missions d'évaluation, vous pouvez répondre dès l'instant où vous avez identifié un besoin. Et c'est ce qu'on met en place sur le terrain, notamment au Bangladesh, avec un concept d'équipe de réponse immédiate, Immediate Response Team, où un opérateur formé dans les villages, au niveau des communautés, une unité comme celle-là prépositionnée au niveau des communautés, plus un ou plusieurs seaux de pastilles, eh bien, c'est une équipe d'intervention immédiate. Et ça permet, dès l'instant où il y a un besoin, dès l'instant où il y a une inondation, de maintenir l'accès à l'eau potable. Alors, ce type d'action, c'est par exemple un projet qu'on a mis en place au Bangladesh avec ACF. Donc c'est les avantages, Julien pourra vous parler mieux que moi des avantages du produit sur le terrain de manière concrète, parce que nous, on connaît la technologie, on l'a développée avec des professionnels de l'urgence, mais eux sont sur le terrain au concrètement et peuvent mieux vous parler que moi des intérêts.
Donc très rapidement, merci. Donc Julien Erard, référent technique au assainissement et hygiène pour Action contre la faim. Donc effectivement, on avait souhaité mettre en avant ce projet sur ce side event consacré à l'innovation parce que pour nous, c'était un bel exemple justement de ce que peut faire une entreprise et une organisation non gouvernementale ensemble. Fabriquer de l'eau potable dans les situations d'urgence, c'est pour nous extrêmement important et surtout ça doit être très rapide parce qu'on sait qu'on doit fournir de l'eau dans les 24 ou 48 heures, sinon les gens vont commencer à boire l'eau de la rivière et du coup il y aura un risque de maladie. Donc il faut que ça soit déployé et mis en œuvre très rapidement et très simplement. Et donc ce projet au Bangladesh, sans rentrer dans les détails, il est exemplaire parce que donc il y a une entreprise privée, une ONG et des relais locaux qui sont en fait des acteurs de la prévention et de la réponse aux urgences du système du Bangladesh qui sont formés et qui sont équipés avec ces mâles et qui peuvent donc intervenir comme on l'a fait l'été dernier en cas d'inondation. Donc plus de détails si vous avez des questions tout à l'heure. Merci. Bien, merci beaucoup pour cette présentation pile dans les 5 minutes. Donc, ça fait un challenge pour Bernard Baraquet, dont tout le monde connaît la concision. On va rester dans le small, mais on n'est plus dans l'urgence. Mais Bernard va nous expliquer les enjeux de ce qu'il propose. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. La semaine dernière, il y avait le grand colloque final du programme de recherche Eau et Territoire. Et dans une session qui était présidée par notre cher Pierre-Alain Roche, quelqu'un est intervenu, je crois que c'est notre ami Rémi Barbier de Strasbourg, pour dire en France, il y a un problème, c'est qu'il y a 850 000 km de réseau d'eau et on ne sait pas comment on va faire pour les entretenir. Et moi, je suis intervenu après pour lui dire, écoute, 850 000, c'était dans le 6PA, dans l'évaluation d'il y a 6 ans. Il y a 3 ans, c'était 950 000. Et dans celui qui vient de sortir, il y a 1 050 000 km. Alors je dis, bon, on ne sait pas si ça va continuer. Tous les 3 ans, on va trouver 100 000 km de réseau d'eau en plus. Mais de toute façon, plus on en trouve, plus ce sera difficile à les entretenir après. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en Europe. C'est qu'avec le renchérissement du prix de l'eau, qui s'associe avec une baisse de la consommation pour faire un effet de ciseau, il va y avoir des situations où on aura du mal à continuer à assurer les services d'eau avec des réseaux classiques d'eau potable et d'assainissement, c'est sûr, mais d'eau potable aussi. Par rapport à cette situation, on voit déjà dans certains nombre de pays d'Europe des expérimentations de gens qui cherchent à se débrancher du réseau pour autoproduire leur eau, recycler une partie de leurs eaux, etc. Des projets qui sont parfois extrêmement innovants sur le plan technique, mais qui, à mon avis, souffrent d'un problème, c'est que la question institutionnelle n'est souvent pas pensée en même temps. Et nous, on a une réponse en France, je veux dire, ce dont on peut parler tranquillement, même si on va mettre du temps à le mettre en place, c'est que les Français, en réponse à la directive européenne sur les eaux résiduaires de 1991, ont finalement inventé le service public de l'assainissement non collectif. C'est-à-dire, au fond, faire admettre aux gens qu'ils n'auront pas un raccordement à un réseau d'égout parce qu'on ne peut pas construire des réseaux d'égout en pleine campagne, mais qu'on va essayer de leur apporter une aide sur la gestion de leur fosse septique qui en fait un service public. Vous comprenez ça? C'est-à-dire où ils sont traités de façon égalitaire, dans la liberté, avec une prise en charge publique correcte et pas être laissés à eux-mêmes, et surtout une égalité. Je pourrais donner des exemples, si vous voulez, d'endroits de départements français où il y a eu une unification sous forme de GIE des vidangeurs, qui fait que n'importe quelle fosse septique sera vidangée dans le département pour le même prix, pour les gens, mais le vidangeur, lui, sera rémunéré en fonction de la distance qu'il a à parcourir avec son camion pour aller vider ses produits une fois qu'il les a récupérés. Donc, on a des choses qui vont se passer, et si vous allez voir, si vous avez la chance d'aller faire un tour dans les pôles de compétitivité, on voit qu'il y a aussi des nouvelles approches pour la réutilisation des eaux, pour les filtrations des eaux, qui sont en train d'expérimenter, qui sont assez innovantes et pour lesquelles on espère pouvoir, si vous voulez, faire des partenariats non seulement entre chercheurs et entreprises en France, mais aussi avec d'autres pays européens, parce que moi, ma position est la suivante, c'est de dire, si les Européens sont capables de se rassembler pour mettre en commun d'une part les innovations techniques et d'autre part les innovations plus institutionnelles qui doivent aller avec, nous serions collectivement dans une bien meilleure position
pour proposer des coopérations décentralisées avec des pays en développement dans lesquels la notion de service en réseau est encore beaucoup plus loin. J'ai passé un moment à discuter aujourd'hui avec Olivier Normand qui fait un travail formidable pour l'équipement de villages tadjiks, ouzbeks en eau, mais c'est des endroits où vous n'allez pas rêver une seule seconde qu'on mette des réseaux d'assainissement et même des réseaux d'eau potable. Donc il faut des systèmes de petites collectivités et il faut pouvoir montrer à ces pays que ce que nous faisons, on le fait aussi chez nous. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que nos innovations s'arrêtent là. D'autres vont peut-être parler de la façon dont en France on s'occupe des eaux de pluie avant qu'elles arrivent dans les réseaux, où on a une gestion de plus en plus territoriale et moins technologique de l'eau. En ce sens, on applique la directive cadre, comme tout le monde, comme tous les autres Européens. Mais ce point de ce qu'on peut faire pour les petites collectivités me paraît très, très important et très significatif, non seulement pour la coopération avec les pays en développement, mais aussi en Europe. Hein, n'oubliez pas qu'en Irlande, en République d'Irlande, il y a 20% de la population qui n'est pas raccordée aux réseaux municipaux, qui ont soit des puits privés, soit des systèmes de ce qu'ils appellent Group Water Schemes. Et on trouve la même situation dans une vaste périphérie, le nord de Portugal, la Galice, le sud de l'Italie, la Grèce, tous les pays de l'Est et l'Europe du Nord, et y compris certains länders allemands où il y a beaucoup de gens qui sont sur des fosses septiques. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui n'a pas été assez pensé, sur lequel la France a, sur le plan institutionnel, un certain leadership. Merci beaucoup Bernard pour avoir scrupuleusement respecté les 5 minutes. Je refais simplement le commentaire que j'avais déjà fait à ta présentation, c'est que cette augmentation du linéaire de réseau, me semble-t-il, a une explication dans le fait que l'on n'est pas à périmètre constant, notamment les départements d'outre-mer n'étaient pas dans les premières bases de données. Donc ne tirons pas, puisque tu es un scientifique, de ces chiffres-là des interprétations abusives sur l'évolution du linéaire de réseau en France. Non, pas tout de suite. Donc, on était dans le très small. Maintenant, on va peut-être évoquer d'autres échelles avec Philippe Maillard, donc de la FP2E, qui va nous faire un point. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bon, la FP2E, c'est les entreprises de l'eau françaises, donc qui comprend bien évidemment les entités françaises des groupes, Veolia, Suez Environnement, SOR, mais aussi des PME, Sogedo, CFO ou autres. L'innovation est fondamentale pour nos entreprises pour développer tout d'abord des nouveaux services qui doivent répondre aux attentes des collectivités ou des consommateurs. Et puis la deuxième raison pour innover, c'est la performance des services d'eau et d'assainissement, c'est-à-dire la capacité à être plus performant dans la gestion, dans le maintien du patrimoine, la prise en compte des enjeux. Et finalement, les axes d'innovation tournent autour de ces deux sujets. Et c'est aussi important parce que nous agissons dans le champ concurrentiel. Et donc chaque entreprise doit faire valoir ses atouts. Et ces atouts, c'est aussi les différentes recherches qu'elle peut mener. Alors, si je regarde brièvement, je ne serai pas trop long, je n'ai pas de slide, donc ça sera très rapide. Quand je regarde un petit peu les grands domaines, le premier domaine qui est naturel, c'est la recherche technologique, technique. Les entreprises de l'eau, nous consacrons à peu près 120 millions d'euros par an en France sur ces domaines-là, mutualisés parfois avec des chercheurs à l'étranger. Et nous cumulons, je dirais, l'expérience ou l'expertise de 1000 chercheurs, ce qui est quand même tout à fait significatif. Évidemment, les sujets sur lesquels nous travaillons sont les membranes, j'aurais tendance à dire encore et toujours, des membranes toujours plus efficaces pour dessaler l'eau, pour mieux traiter les eaux usées, mais c'est aussi des travaux sur le traitement des micropolluants. Bon voilà, donc cette recherche, elle est extrêmement active, elle est extrêmement fondamentale et elle fait partie un peu des axes de différenciation. Le deuxième point qui est aussi très important, c'est la réponse aux enjeux de nos métiers. Donc la ressource en eau, la préservation de la ressource en eau, la gestion du patrimoine. Et là, je voudrais souligner l'impact et l'importance des technologies de l'information et de la communication dans nos métiers. Donc comme tous les métiers, alors c'est plus nouveau maintenant parce que ça a plus de 10 ans, donc je me fais reprendre quand je dis nouveau. Ces technologies de l'information, du temps réel, du traitement de la donnée, impactent considérablement nos métiers et ça nous permet de développer des solutions
pour mieux gérer en temps réel, mieux détecter les fuites. Plus vite on détecte les fuites, plus vite on les répare, meilleur est le rendement de réseau, mieux on préserve la ressource. Ces technologies permettent aussi, par exemple, de mieux anticiper l'impact des épisodes pluvieux ou de mieux gérer, de mieux prévoir le vieillissement du patrimoine réseau dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a vraiment un axe extrêmement important pour développer, comme je l'ai dit, des services ou des solutions. Donc ça, c'est l'enjeu du temps réel. Deuxième axe extrêmement important, ça a été évoqué dans le petit film, que j'ai trouvé d'ailleurs très bien, les enjeux de tarification, les enjeux de prise en compte des situations des personnes en situation difficile pour payer leur facture d'eau. Donc c'est tout l'enjeu de tarification sociale que nos entreprises développent à la demande et en réponse aux collectivités. Avec, je dirais, une tarification qui aujourd'hui se développe de plus en plus, qui est assez classique, qui est la tarification progressive et qui consiste à dire, eh bien, finalement, plus je consomme, plus je paye cher. Tarification par tranche. Le troisième axe extrêmement important, c'est l'axe de gouvernance. Donc gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire performance ou gestion des contrats dans lesquels de plus en plus eh bien, les clauses s'adaptent pour répondre aux attentes des collectivités, clauses de performance, clauses de transparence, clauses d'accès aux données. C'est un enjeu extrêmement important. Et gouvernance, ça veut dire aussi partenariats différents. Et je voudrais là-dessus prendre pour illustration ce qui est maintenant possible par la loi, qui est le partenariat mixte entreprise et collectivité, qui est rendu possible par la loi dite CEMOP. Et j'espère que ça pourra se développer dans lequel une collectivité est associée à une entreprise privée. Pour conclure, donc, je voudrais réinsister sur l'importance de toutes ces innovations. Je voudrais dire que ça nous permet de faire de l'import et de l'export pour les entités qui, parmi nous, font partie de groupes qui travaillent à l'international. Nous pouvons bien évidemment exporter nos savoir-faire, exporter nos modèles et développer des contrats de performance à New York, à Alger ou dans d'autres pays. Mais nous avons aussi la capacité à importer des modèles qui existent à l'étranger, par exemple l'Alliance en Australie, ou les sociétés mixtes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui existent depuis longtemps en Espagne, en Italie ou en République tchèque. Et donc je pense qu'il est important de bien pouvoir noter je dirais ce mouvement dans les deux sens sur l'innovation qui reste fondamentale pour nos entreprises. Merci et merci mille fois aux quatre intervenants. Vous avez tenu parfaitement votre timing et c'est merveilleux. Un temps de débat et de questions avec la salle. Madame Célia Bloel, donc maire adjointe de la ville de Paris. Emmanuel Gutiérrez de Saint-Gobain, voilà. Bonjour. Et puis, en guest star, notre ami Bernard Guerquinger, qui va témoigner un peu indirectement de l'action de Safège dans cette opération. Donc, je vais passer la parole à Céline Gilquin tout de suite pour qu'elle vous présente l'ensemble de la démarche et puis ensuite, vous officierez pour passer la parole à chacune des parties prenantes. Je vous signale que pour avancer, il faut appuyer ici la flèche du bas pour avancer dans votre... Bonjour à tous. Donc Céline Gilquin de l'Agence française de développement. Donc peut-être un petit mot d'introduction sur l'AFD. Donc l'AFD est un établissement public, un établissement financier qui met en œuvre la politique d'aide au développement définie par le gouvernement français. Donc je travaille à la division eau et assainissement de l'AFD. Hop. Alors, un petit mot juste je vous dresse un petit peu le tableau de PPWSA. Alors, PPWSA, donc, c'est la régie des eaux de Phnom Penh, donc au Cambodge, en Asie du Sud. Alors, tout simplement déjà, on le voit sur la carte, un premier élément quand on parle de l'eau au Cambodge, on voit déjà que Phnom Penh est situé
Donc un contexte favorable en termes de ressources en eau qui est situé donc à la confluence de la rivière du Mékong, du Tonlé Sap et du Bas-Sap. Donc ressources en eau disponibles à proximité. Et on a une population de 2 millions de personnes au Cambodge. À Phnom Penh, merci. Donc, un petit mot d'histoire. Donc, la compagnie des eaux d'électricité de l'Indochine a été créée en 1895. PPWSA a été officiellement établie, donc Phnom Penh Water Supply Authority, juste après l'indépendance. À la suite de quoi, elle a entamé une première période d'expansion de son service avec la création de différentes unités de production, extension du réseau, raccordement d'un certain nombre de personnes. Puis est intervenue la guerre civile de 1970 à 1979, au cours de laquelle la ville de Phnom Penh a été désertée. Il y a eu de multiples destructions et dégradations sur le réseau, qui fait qu'en 1979, le réseau n'était plus du tout opérationnel. À partir de 1979, PPWSA a entamé un redressement spectaculaire qui fait qu'aujourd'hui, c'est une société extrêmement performante, qui a des résultats aussi bien techniques que financiers absolument remarquables. L'objet de ce side event, c'est de vous présenter ce cas et la façon dont l'ensemble des acteurs français ont accompagné PPWSA dans sa démarche d'excellence. Un petit mot quand même pour vous expliquer ce formidable et bien connu maintenant redressement. Quelques chiffres sur la situation donc, initiale. On avait en gros des pertes qui s'élevaient à plus de 70%, seulement 20% de la population qui était raccordée, très peu de gens qui payaient leurs factures. Et puis, à partir de 1993, au sortir de la guerre, un redressement spectaculaire qui a été initié par un nouveau directeur général, ex-Sunshine, maintenant dont la notoriété dépasse largement les frontières du Cambodge, qui a entamé un changement de culture. Ça a été un véritable tour de force avec des nouvelles procédures, un changement de toute l'équipe de management, une lutte importante contre la corruption, de la transparence, une stratégie très importante orientée sur les ressources humaines avec de la formation, de la responsabilisation des équipes, tout un système d'incentives, des augmentations salariales avec donc un processus d'intéressement mais aussi de sanctions en fonction de l'atteinte de certains résultats. Donc un changement majeur conduit donc sous l'égide de ce directeur général. À cela, s'est conjugué un certain nombre de facteurs externes positifs avec un soutien massif des bailleurs de fonds. Il y a eu à peu près 140 millions de dollars qui ont été octroyés à PPWSA entre 1993 et 2006, majoritairement en dons, donc à la Banque mondiale, les Japonais et bien entendu la France. Et puis, comme on l'a vu sur la carte initialement, sans enlever toute l'importance de justement ce changement initié par le directeur général, on a aussi un contexte favorable avec une ressource en eau de qualité jusqu'à présent et en quantité très proche, qui passe au centre de Phnom Penh, un réseau quand même relativement dense, donc qui ont permis, qui explique aussi partiellement le succès et les résultats de PPWSA.
Bien entendu, tout ça s'est fait aussi avec un soutien important des autorités. Au premier titre, le Premier ministre du Cambodge qui a montré l'exemple en payant ses factures, tout simplement, ses factures d'eau. Il faut savoir qu'au Cambodge, aujourd'hui, l'administration paye ses factures d'eau, ce qui est un véritable tour de force par rapport à la situation avant le redressement et surtout par rapport à ce qui se passe dans un certain nombre de pays dans lesquels l'AFD intervient. Et puis, est-ce que la maire de Paris paye ses... Je voulais juste signaler que depuis quelques années, l'Élysée, donc le palais du président de la République, payait ses factures d'eau, ce qui est relativement récent. Ah, bon. Et puis, dernier point, et non des moindres, grâce à son succès, sa légitimité, PPWSA s'est vu progressivement octroyer une autonomie en termes de gestion, mais également une autonomie financière par les autorités. C'est donc une société qui est gérée de façon totalement indépendante, dans le cadre son processus de recrutement, ses salaires, la gestion de son endettement, donc avec l'AFD, et qui donc lui laisse toutes les marges de manœuvre pour mettre en œuvre sa stratégie et continuer sa gestion performante. Alors, quelques chiffres quand même pour vous illustrer les performances de cette société. Donc, aujourd'hui, on a 90% de la population qui est raccordée, même un petit peu plus depuis quelques années, avec bien entendu des disparités entre le centre-ville et les quartiers périphériques, mais des disparités qui sont en train d'être réduites, des pertes de 6%. Et puis surtout, un ratio de recouvrement des factures de 99%, y compris l'administration. J'insiste bien sur ce dernier point. Quelques images pour vous montrer à quoi ça ressemble. PPWSA, donc des prises d'eau sur la rivière, des usines parfaitement bien gérées, des gens qui payent leurs factures au guichet. Et puis, ouais, je veux bien. Je veux pas. Ce qui est aussi, je veux bien continuer. Aussi remarquable dans cette société, c'est qu'elle a donc une gestion technique, commerciale, financière qui est extrêmement performante, mais aussi elle met en œuvre une politique sociale tournée vers les populations les plus défavorisées. Alors cette politique, elle passe tout d'abord par une structure tarifaire adaptée. Donc PPWSA a adopté depuis plusieurs années une tarification au volume par bloc, par tranche progressive, avec des mécanismes de péréquation entre les différents types d'usagers. Donc vous voyez les prix qui varient entre les usagers domestiques, les administrations et les usagers commerciaux, mais également une péréquation au sein, par exemple, des usagers domestiques, entre les gros consommateurs et les plus petits consommateurs. Donc on se retrouve donc pour un ménage qui consommerait par exemple 7 mètres cubes par mois avec une facture de $1 par mois qui est largement inférieure à ce qu'un ménage payerait sans avoir accès à l'eau en faisant appel à des revendeurs d'eau privés. Donc on a une tarification tout en ayant une structure financière des résultats financiers extrêmement bons, une tarification qui est adaptée aux populations les plus pauvres. En complément de cette tarification, on a même un programme Clean Water for All qui a été développé par PPWSA qui permet un échelonnement, parce que le sujet souvent pour les populations les plus pauvres, c'est le coût de raccordement. La facture peut être donc à un niveau abordable, mais il y a un enjeu sur le coût de raccordement. Un raccordement, ça coûte entre 100 et 150 € en moyenne. Donc, ce n'est pas à la portée des ménages les plus défavorisés. Donc, aujourd'hui, depuis 1998, PPWSA a mis en place une politique d'étalement des frais de connexion qui ont permis à de nombreuses familles de se raccorder, mais également depuis 2005, en complément de cet échelonnement, une subvention
qui varie entre 30 et 100% du coût de ce raccordement pour les familles les plus défavorisées. Donc il y a une réelle volonté d'extension des branchements et d'accès à tous au raccordement. Alors ce programme, il a été soutenu par différents bailleurs, la Banque mondiale, mais également la ville de Paris, pendant plusieurs années. Célia, vous en direz un mot tout à l'heure. Et au total, c'est à peu près 30 000 connexions qui ont été installées pour ces populations. Alors voilà le panorama général de cette success story. Et alors, l'AFD accompagne depuis plusieurs années PPWSA. Alors, tout d'abord, à travers, aux sorties de la guerre en 1990, un appui français par les protocoles du Trésor, et puis un appui qui s'est poursuivi à travers l'AFD en 2002 avec une subvention de 4 millions d'euros qui a permis de financer 2 châteaux d'eau, mais également d'améliorer les performances techniques de la régie. Et puis depuis 2006, des financements en prêt non souverains, donc en 2006, en 2008, en 2012, soit pour un total à peu près de 50 millions d'euros. Donc des prêts directs de l'AFD à PPWSA qui ont permis d'étendre les capacités de production, d'augmenter les capacités de production, d'étendre le réseau, et donc d'accompagner la croissance de la demande et d'augmenter le taux de couverture du réseau. Alors au total, ces prêts ont permis de financer 325 000 m3 supplémentaires, 825 km de réseau, donc adduction et distribution, et de connecter à peu près 1,5 million de personnes. Alors on est là pour parler d'innovation. Ce que je souhaitais mettre en avant dans ce partenariat, qui est une vraie réussite et qui dure déjà depuis de nombreuses années, c'est c'est l'outil financier qui a été proposé par l'AFD. Donc c'est ce qu'on appelle un prêt non souverain, c'est-à-dire c'est un prêt direct à PPWSA. Alors c'est pas très innovant, ça fait longtemps que l'AFD le fait, mais l'AFD est à peu près le seul bailleur à proposer des outils comme ça. Les outils habituels, en fait, ce sont de la subvention ou du prêt aux États. Donc les autres bailleurs, Banque mondiale et les coopérations japonaises, proposent des prêts à l'État qui sont ensuite rétrocédés à PPWSA. Alors pour PPWSA, c'est donc déjà un risque d'interférence qui s'est avéré d'ailleurs plusieurs fois réalisé du ministère des Finances sur sa gestion. C'est un coût supplémentaire. Le ministère des Finances refacture à PPWSA donc la rétrocession de ce prêt. Et puis, c'est moins de flexibilité, des délais plus longs. Donc, PPWSA, dans cet outil, trouve déjà de la flexibilité, de la réactivité, sachant qu'ils ont un schéma directeur ambitieux, une stratégie de répondre rapidement à la demande en eau. Et puis surtout un renforcement de son autonomie financière vis-à-vis du ministère des Finances et donc qui conforte ainsi leur stratégie. L'AFD leur apporte, dans la mesure où c'est une entité qui a des objectifs sociaux, on a montré à travers sa politique, des prêts bonifiés, donc avec une maturité longue, des taux d'intérêt relativement réduits. Dernière, ça je veux bien. Alors cet accompagnement de l'AFD, en fait, il s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large. C'est un cadre d'appui des acteurs français à cette success story PPWSA. Donc également un appui financier du ministère des Finances qui a été apporté en 2008 et puis encore récemment en 2015 pour le financement d'études de faisabilité, la préparation de projets. La ville de Paris donc, qui intervient aussi à la fois sur le technique et le financier, l'AIMF, Safej qui est présent depuis plus de 20 ans, et puis des entreprises, Saint-Gobain, Vinci. Donc voilà, une équipe France qui accompagne ce succès de PPWSA.
Merci beaucoup. Je vous propose de vous applaudir. La présentation du cas était prévue par nos collègues de Phnom Penh, mais il y a eu un problème de visa pour venir ici et donc Céline a accepté de se substituer à eux pour témoigner de cette expérience qu'ils auraient dû présenter par eux-mêmes dans ce side event. Madame le maire, merci beaucoup d'être là. Donc, qu'est-ce que la ville de Paris vient faire là-dedans ? D'abord, j'ai envie de répondre à votre question sur la maire de Paris paye ses factures, parce que c'est pas si anecdotique comme question. Il se trouve que le maire de Paris avait quelques retards et que la maire de Paris, en arrivant, a effectivement réglé des arriérés de dette à Haute-Paris. D'abord, bonjour. Ne me faites pas des grands yeux comme ça arrive. D'abord, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui parce que contrairement à beaucoup, je crois, d'entre vous dans cette assemblée, je suis moi une des nouvelles dans le monde de l'eau puisque, comme vous le dites, j'ai été élue maire adjointe en mars dernier. J'ai pris la tête de cette très belle maison qui est Haute-Paris, première entreprise publique européenne de l'eau que je crois que je n'ai pas besoin de présenter ici il y a moins d'un an aujourd'hui. En tout cas, j'avais très envie de venir travailler dans le monde de l'eau. Je ne le regrette pas du tout. Je crois qu'au fur et à mesure où j'avance, c'est vraiment passionnant et mes rencontres ici ces jours-ci le confirment encore. Et puis je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée pour vous dire que le conseil d'administration d'Eau de Paris, la semaine dernière, vendredi dernier, a décidé à l'unanimité d'adhérer au PFE, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc on va se voir encore beaucoup dans les années qui viennent. Oui, si on a, pas fait. Alors, pour revenir à notre sujet qui est aujourd'hui, je ne sais pas si ma présentation a été chargée. La présentation ? Oui. Ouais. Merci. Mais je vais commencer quand même en vous disant que effectivement, Haute-Paris et la ville de Paris sont engagés de manière générale dans de nombreuses coopérations, mais en tout cas, dans ce qui concerne le secteur de l'eau, je crois qu'il n'y a rien qui arrive. Hein. Bon, tant pis, on va faire sans. En ce qui concerne le secteur de l'eau, on s'inscrit dans le cadre de la loi Oudin, que vous connaissez tous, qui permet aux collectivités territoriales... Ah bah si, on va y arriver. Non, c'est pas moi. Si, il y avait quelque chose ? Ah voilà, merci. Bon, je vais le faire, ça va aller. Donc nous nous inscrivons dans le cadre de la loi Oudin en ce qui concerne le secteur de l'eau, qui permet à toutes les collectivités territoriales de consacrer jusqu'à 1% de leur budget de l'eau et de l'assainissement à des projets de coopération internationale. En ce qui concerne Paris, nous sommes aujourd'hui à un niveau de 1 million d'euros consacrés à l'aide internationale chaque année, et ce depuis 2005. Nous soutenons différents types de projets, des projets d'organisation d'ONG qui vont favoriser l'accès à l'eau et à l'assainissement dans plusieurs pays. Nous soutenons aussi des initiatives d'urgence, souvent dans le cas de catastrophes naturelles dans lesquelles on intervient juste après. Par exemple, dans le cas de Vanuatu, il y a 3 semaines, on a débloqué une aide d'urgence aux populations sur place et aux ONG. Et puis un troisième dispositif qui est cette disposition de partenariat de ville à ville sur lesquels nous sommes très impliqués. Pour faire le choix des sujets et des projets que nous décidons de soutenir, comme il y en a beaucoup quand même qui sont soumis à la ville de Paris, on a mis en place un comité d'engagement qui est composé à la fois d'élus, de responsables de services techniques de la ville, mais aussi d'Eau de Paris, ainsi que de représentants des usagers. Alors pour vous donner très rapidement, avant de parler de Phnom Penh, une idée de ce que concerne ce dispositif depuis sa mise en place, c'est jusqu'à aujourd'hui plus de 7 millions d'euros qui ont été versés. Pour vous donner vraiment les grands chiffres, 1,2 million de bénéficiaires à travers le monde dans 29 pays d'intervention. Et donc dans le cadre de ces différents partenariats, comme je vous le disais, on a des partenariats avec des villes, de ville à ville. Et à l'heure actuelle, dans le domaine de l'eau, nous sommes en partenariat avec 5 villes, Jéricho, Bethléem, Cotonou, Abidjan et Phnom Penh, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors le partenariat avec Phnom Penh, et c'est d'ailleurs souvent le cas avec les villes avec lesquelles on travaille, il s'inscrit toujours dans une relation d'amitié entre 2 villes. Très souvent, c'est d'abord des liens très politiques qui se sont faits et qui après donnent lieu à des coopérations plus techniques. La coopération avec Phnom Penh, elle est très ancienne, c'est la fin de la guerre, comme vous le disiez, avec un travail important sur l'urbanisme, l'aménagement urbain. Et c'est à partir de 2007 que nous avons travaillé sur le domaine de l'eau,
en raccrochant finalement la dynamique bien traduite par Céline de l'Agence française de développement. Je ne reviendrai pas d'ailleurs globalement sur l'ensemble du dispositif que vous avez très bien présenté et pour le coup c'est vrai que moi j'arrive aussi, donc je pense que vous connaissez encore mieux que moi le sujet en ayant travaillé directement dessus, mais simplement pour dire que nous ce qui nous avait vraiment intéressé et ce qui nous tenait à cœur dans ce dispositif, c'était à la fois de travailler sur la dimension sociale du projet, puisque comme vous l'avez dit, il avait été identifié cette difficulté de financer les raccordements des foyers au réseau d'eau. Donc Paris a consacré 6 années consécutives 50 000 € à ce dispositif pour permettre aux familles d'avoir ces raccordements. Et puis il y a un deuxième aspect de la coopération qui était extrêmement importante pour nous et qui l'est dans beaucoup de dispositifs, c'est le partenariat technique, l'échange avec les équipes entre Paris et Phnom Penh. À titre d'exemple, les égoutiers de Phnom Penh sont venus se former auprès de la direction de l'eau à Paris. On a fait un travail sur l'hygiène et sécurité, sur les équipements individuels. On travaille aussi sur les questions de tarification, etc. Mais il y a une dimension humaine extrêmement importante dans ce partenariat qui a été développé et qui donne beaucoup d'idées pour la suite. Ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est de pouvoir avoir aujourd'hui un retour et un recul sur ce partenariat avec Phnom Penh. Pour citer quelques points vraiment intéressants, eh bien, c'est cette étude qui montre qu'on a aujourd'hui une hausse de la consommation d'eau potable, l'abandon progressif des sources d'approvisionnement traditionnelles qui étaient effectivement des réseaux parallèles de distribution d'eau, pas forcément très très bon du point de vue de la potabilité, et un effet du coup sur la santé extrêmement positif, puisque l'étude montrait que 72% des ménages déclarent avoir relevé une amélioration de leur état de santé. Donc en conclusion, de manière générale, dire que c'est un partenariat effectivement extrêmement exemplaire qui a été mené avec et l'AFD, tous les partenaires, qui je pense doit nous inspirer à l'avenir, parce que je pense qu'on partage tous ici l'idée que l'eau est un bien commun, qu'il faut qu'on favorise son accès à tous, et je crois que le chemin est encore long dans ce domaine-là, et que ça prend encore d'autant plus d'importance aujourd'hui dans un contexte de changement climatique, de raréfaction de la ressource, où il va falloir qu'on innove, qu'on aille encore plus loin dans ce domaine-là. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que dans ces questions-là, une fois de plus, les collectivités tentent de montrer leur capacité à aller plus loin et plus rapidement. Et donc hier, en fait, au Conseil de Paris, les élus parisiens ont décidé de créer un fonds vert qui ressemble au fonds vert des États, mais l'idée c'est que justement on puisse le mettre en place très rapidement et qui travaillera beaucoup sur les questions d'adaptation au réchauffement climatique. Et ce qui nous intéresse là-dedans, bien sûr, c'est l'accès à l'eau et la sécurité alimentaire. Donc je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille tous ensemble dans les années à venir. Et bien évidemment, à voir aussi avec l'AFD, on en parlait là, c'est ça aussi les bonnes choses du Forum mondial, de voir comment à Phnom Penh on va aller plus loin, à la fois sur le partenariat technique, mais aussi aller plus loin sur les questions de communication, sur un sujet qui moi me tient très à cœur, sur consommer de plus en plus l'eau du robinet et mettre en avant ce sujet très important. Voilà. Merci beaucoup et merci pour cet engagement dans la durée. Je pense qu'on y reviendra dans le débat, mais cette fidélité des acteurs est certainement l'un des facteurs essentiels dans le succès. Il faut que les gens ne défilent pas trop. Alors, Pont-à-Mousson est aimé de Phnom Penh, est présent à Phnom Penh depuis fort longtemps. Qu'est-ce que vous faites ici pour en parler? C'est-à-dire, en quoi est-ce que le fait de poser des tuyaux, de poser vos tuyaux, fait partie d'une équipe France d'acteurs auprès de la ville? Merci beaucoup. Oui, en effet, je pense que la production d'eau potable est quelque chose de fondamental, mais très souvent dans les pays émergents, le problème est entre la production, l'usine de traitement d'eau potable et le point finalement où l'eau est accessible aux abonnés. Et très souvent, entre l'usine de traitement d'eau et les abonnés, eh bien, toutes les qualités de l'eau sont perdues et l'eau n'est plus potable alors qu'elle a été produite en étant potable, ce qui fait qu'un bon réseau, ce sont de bonnes usines, mais aussi de bonnes infrastructures qui vont jusqu'aux consommateurs. Pardon.